direct de Vancouver, Colombie-Britannique. On va parler de Jeanne d'Arc aujourd'hui, ou plutôt Sainte Jeanne d'Arc. Elle est née en 1412, elle a été brûlée en 1431 et elle a été canonisée en 1920. Voilà, ils ont pris leur temps. Jeanne d'Arc est un des personnages les plus fondateurs, voire les plus mythiques de l'histoire de France. Un personnage dont même l'histoire officielle est très manipulée, évidemment. Aujourd'hui, le fait qu'elle ait été bergère, plus grand monde y croit vraiment. Jeanne naît vers 1412 à Domrémy, dans le duché de Bar, qui est en Lorraine aujourd'hui, duché de Bar, Bar-le-Duc, dans une famille paysanne en pleine guerre de Cent Ans. On rappelle, la guerre de Cent Ans a duré de 1337 à 1453. Les Anglais et leurs alliés bourguignons étaient opposés au dauphin Charles VII, qui trimait un petit peu pour affirmer son autorité. Jeanne était une paysanne illettrée, mais très pieuse. Elle a des visions et des voix, et ces voix viennent essentiellement de l'archange Michel, de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. Il faut dire que dans la théologie de l'époque, les anges et les saints étaient les messagers entre Dieu et les hommes. Le but de ces visions, entre guillemets, était de bouter les Anglais hors de France et de faire couronner officiellement Charles VII en tant que roi de France. En 1429, Jeanne a 17 ans, elle a accès au dauphin et le dauphin décide de lui confier une armée avec laquelle elle s'en va libérer Orléans, assiégé par les Anglais depuis plus de 6 mois, très très rapidement. Ça s'est fait en mai 1429. Cette victoire est un symbole qui redonne l'espoir aux Français. Elle inspire les hommes et les troupes par son charisme et sa ferveur. Et en juillet 1429, elle accompagne Charles VII à Reims, où il est sacré roi officiellement. Après un an de campagne relativement couronnée de succès, elle est capturée par les Bourguignons à Compiègne en mai 1430 et elle est revendue aux Anglais, évidemment. Un tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire l'Inquisition, la juge pour hérésie, sorcellerie et travestissement. Bien sûr, pour faire la guerre et évoluant dans un milieu essentiellement composé d'hommes, elle s'habillait en homme. On pense pour des raisons pratiques. L'évêque Cochon, oui, ça s'invente pas, qui présidait au tribunal, finit par la condamner au bûcher et elle est brûlée en place publique à Rouen, c'est-à-dire en territoire anglais, en mai 1431. C'est la fin de l'histoire officielle. À partir de là, on rentre dans l'histoire alternative. A-t-elle réellement été brûlée? Donc, apparemment, et ça c'est documenté, au moment de la brûler, les Anglais lui auraient mis une capuche sur la tête ou une mitre. Il y avait souvent une mitre avec écrit sorcière ou hérétique ou quoi que ce soit. Et ou carrément un sac sur la tête. Donc pourquoi faire ça? C'est quand même très très étrange. On ne couvre pas le visage de quelqu'un qui est un symbole. Est-ce que le roi Charles VII aurait payé une rançon finalement? On ne sait pas. Donc si elle n'a pas été brûlée, ça ouvre la porte à énormément de possibilités. Tout juste 20 ans après sa mort, le roi ordonne un procès en réhabilitation qui révèle pas mal d'incohérences, et on commence à entrevoir un personnage différent. Déjà, elle parlait français, alors que normalement, si c'était une paysanne de la Lorraine profonde, à l'époque, elle aurait parlé barrois, tout simplement, le patois lorrain de l'époque. On s'aperçoit aussi qu'effectivement, elle savait écrire, alors que, dans la version officielle, elle ne savait pas écrire. En plus, elle montait à cheval, elle montait très bien à cheval. Pas évident du tout pour une paysanne ou une bergère. Et elle savait se battre, ce qui est complètement incroyable. Elle a accès au dauphin, Charles VII. Bon, une paysanne aurait eu quelques soucis. À mon avis, elle aurait été violée 6 fois par des soudards, puis balancée dans les douves, avant même de pouvoir rêver accéder à la porte du roi. Ensuite, elle a reconnu Charles VII. Ça, évidemment, elle l'a reconnu, mais à l'époque, il n'y avait pas Google pour montrer la gueule qu'il avait.
Il y avait les monnaies. Bon, ben, les monnaies moyenâgeuses, un peu approximatives. Je ne vois pas qu'on puisse reconnaître quelqu'un à partir de ça. Tout ça tend vers la conclusion que il est fort possible qu'elle ait été noble et qu'elle connaissait le dauphin. Parlons un petit peu cinéma, c'est une tradition sur la chaîne. J'ai revu en étudiant sa vie le film de Luc Besson, vraiment pas mal, bien mis en scène, très bien joué. On a Mila Jovovich qui joue Jeanne, Dustin Hoffman qui joue le personnage qu'on pourrait identifier à sa conscience, John Malkovich en Charles VII et Vincent Cassel en Gilles de Rais. Et je dois bien dire que Vincent Cassel, j'en suis vraiment pas barjot, mais il est fait, ce gars, il est fait pour les films historiques. Que ce soit dans Jeanne d'Arc, dans Élisabeth ou peut-être quelques autres, il est bluffant, tout simplement. Les actrices, enfin les principales, disons, qui ont incarné Jeanne d'Arc, il y a eu Ingrid Bergman dans un vieux film. Alors là, top, évidemment, très classe, presque trop. On a du mal à se l'imaginer en bergère. On a Jean Seberg, alors bien, convaincante, les cheveux très courts, un petit peu typé 60s, mais pas mal. Plus récemment, on a eu Lily Sobieski dans un film américain, très bien aussi, jeune, comme était Jeanne d'Arc, oublions pas qu'elle est morte à 19 ans. Et non, vraiment, très bien. On a eu aussi Sandrine Bonner, euh, bof. Alors, bon, je sais pas, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'elle a vraiment du mal à se départir d'un air bobo et suffisant, donc non. Pour moi, non. Il y en a eu d'autres, évidemment. Elle a été représentée brune, blonde, guerrière, sainte, voire même japonaise dans certains animés. Souvent, une main sur le cœur et les yeux au ciel, ou les mains jointes, tel que le veut l'iconographie catholique. Mais si l'on en croit les témoignages de l'époque, car beaucoup de choses sont documentées bien évidemment, elle était petite et dodue. Bon, dans cette histoire alternative, entre guillemets, je précise que tout est documenté, ok? J'ai absolument rien inventé, ni même extrapolé ou quoi que ce soit. Tout ça sont des faits qui ont été révélés par des historiens crédibles. Mais l'histoire officielle est une histoire qui doit plaire aux masses, qui doit plaire aux gens de l'époque, qui forcément s'identifiaient plus à une paysanne qui avait des voix ou des visions qu'à une noble éventuelle qui aurait décidé de se battre. Bon, il faut comprendre. Dans le contexte historique, ça a du sens. Donc, 5 ans après sa mort, elle fait un retour sur les terres de ses ancêtres, apparemment la Lorraine, où elle est reconnue par pas mal de gens. Mais ça, bon, les gens sont peut-être enclins à reconnaître une personne qu'ils ont très vaguement vue. Le truc, c'est qu'officiellement, elle est reconnue par ses deux frères. Et ça apporte quelque chose quand même. Elle voyage un peu en Europe, elle fuit Cologne pour chasser par un inquisiteur. Elle est excommuniée, bien évidemment, encore une fois. Elle se réfugie à Arlon, au Luxembourg, où elle épouse un noble français, lorrain apparemment, qui était veuf, qui s'appelle Robert Desarmoises. Et c'est pour ça qu'après on a parlé de Jeanne Desarmoises. Elle signe certains documents du nom de Jeanne du Lys, comme la fleur de lys, et c'est évidemment une chose qui pose quelques questions, parce qu'elle ne pouvait plus bien sûr utiliser le nom Jeanne d'Arc, vu qu'elle était censée être morte. Oui, c'est spécial. Elle se faisait appeler Jeanne de France ou Jeanne du Lys, selon les moments. Par exemple, le roi d'Espagne envoie sa flotte à La Rochelle pour défaire les Anglais, et il envoie ça au roi de France accessoirement, mais essentiellement à Jeanne. Ok. Elle reçoit aussi un accueil enthousiaste à Orléans, où elle est reconnue par plein de gens, où elle touche une somme d'argent astronomique pour l'époque, euh, parce que elle avait rendu un énorme service à la ville d'Orléans, ben, en
libérant la ville en 1429, tout simplement. Et elle est reconnue par énormément de gens, notamment par les autorités officielles de la ville. Elle finit par ne plus être très prudente et elle est arrêtée à Paris en 1440. Elle est arrêtée comme usurpatrice et elle est quand même reconnue par pas mal de monde. Elle ment pour s'en sortir. Elle dit qu'elle est l'épouse de quelqu'un, qu'elle a plusieurs enfants, ceci, cela. Elle quitte Paris, elle décide de se mettre un peu au vert. Ensuite, on sait qu'à un moment, elle a servi comme capitaine dans l'armée de Gilles de Rais, qui était maréchal de France. Alors, capitaine, à l'époque, c'était vraiment un truc énorme. C'était mieux que général aujourd'hui, par exemple. Et à un moment, et ça c'est assez spécial, elle est accueillie par le roi Charles VII, elle est accueillie chaudement, et il est consigné que le roi lui aurait dit: Dieu connaît le secret qu'il y a entre vous et moi. Donc, il aurait peut-être, si tout ça est fiable évidemment, il aurait sans doute payé la rançon, et il est fort probable qu'on ne paye pas une rançon pour quelqu'un qu'on connaît à peine. Elle était évidemment noble et elle faisait probablement partie de sa famille. C'est une théorie en tout cas. Elle retourne ensuite en Lorraine auprès de son mari et étrangement, il existe deux jeux de portraits, un dans la ville de Metz, dans l'ancienne maison du couple, qui est aujourd'hui située sur ce qui s'appelle la place Jeanne d'Arc, et également au château de Jaulny, où elle et Robert, son mari, se rendaient pour aller chasser. Je vous mettrai ça en illustration. Le couple serait enterré sous une église lorraine à Puligny et Jeanne serait morte le 4 mai 1449. Elle est béatifiée, donc déclarée bienheureuse en 1909, le temps de vérifier deux, trois choses, notamment qu'elle aurait pris part dans des miracles officiels reconnus par l'Église catholique. Elle est canonisée en 1920 et devient officiellement Sainte Jeanne d'Arc. Et c'est la sainte probablement la plus significative de l'histoire de France. La France, qui est la fille aînée de l'Église, n'en déplaise à certains. Encore aujourd'hui, elle incarne dans l'inconscient français le symbole du courage et de la piété. Qu'elle soit morte en 1431 ou en 1449 n'y change absolument rien.